Alors bonjour à tous, on va commencer cette deuxième séance de la série sur les galaxies à grand redshift. Donc les galaxies très distantes, on va regarder comment on les détecte et comment elles nous permettent de déduire l'histoire de la formation des étoiles. Alors déjà les grandes lignes de l'exposé. On va d'abord savoir comment on détecte toutes ces galaxies distantes. En fait, il y en a des millions, donc c'est assez difficile, elles sont toutes petites, on va essayer de voir comment on les détecte. Le principe, c'est de ne pas avoir un spectre à faire à chaque petit point. Donc on va le faire en photométrie, on va expliquer comment avec la cassure de Lyman. Et puis on regardera un petit peu tous les résultats qui ont été obtenus pendant les 30 ans de fonctionnement de Hubble Space Telescope, les fonctions de luminosité, les séquences principales, aussi le milieu circumgalactique qu'on a détecté avec MUSE, avec d'autres instruments. Et puis on finira avec les premiers résultats du James Webb Telescope qui a commencé à fonctionner en juillet. Donc depuis quelques mois, il y a énormément de résultats qui sont sortis, notamment une fonction de luminosité à grand Z qui est un peu étonnante car il y a trop de galaxies par rapport à ce qu'on attendait. Alors, quel est le problème ici? Comme vous le voyez sur cette photo de champ profond de Hubble, il y a énormément de galaxies. Alors, ce que vous voyez et qui est assez joli sont les galaxies de premier plan, qui ne sont pas celles qu'on cherche, sont les galaxies proches. Ce qu'on cherche sont les galaxies lointaines. Il y a énormément de petits points, et comme vous voyez ici, il y en a 3000 par degré par minute carrée. Si cela, ça fait presque un degré. Vous voyez qu'il y a à peu près 3600 minutes carrées ici, et il y a 3000 galaxies, donc ça fait des millions déjà. Donc vous avez des millions de petits points qu'on ne peut même pas voir. Et donc ces petits points, on aimerait savoir à quelle distance ils sont. Et donc c'est ça le problème. Donc on se sert du fait que lorsqu'une galaxie est très lointaine, devant l'observateur, elle souffre de l'absorption de l'hydrogène atomique qui est entre la galaxie et nous, sur la ligne de visée. Vous avez plusieurs nuages et elle est d'autant plus absorbée que la galaxie est lointaine. Donc c'est justement cette absorption qui va nous donner l'idée que la galaxie est très lointaine. Et il y a une absorption parce qu'il y a d'abord la raie Lyman alpha, qui est une raie en UV qui est la principale. Donc évidemment, tout atome d'hydrogène que se trouve devant va absorber la raie Lyman alpha à 12-16 angstroms. Et puis, il y aura Lyman bêta, etc. Et puis, on a un Lyman limite, c'est-à-dire le continuum, l'énergie qu'il faut pour ioniser carrément l'atome, et c'est 912 angstroms, correspond à cette longueur d'onde. Donc, on va avoir des coupures, on appelle ça en anglais Lyman break galaxies, mais c'est des cassures, si vous voulez, en français. Et c'est ça qui va nous permettre de détecter, de sélectionner déjà les galaxies à grande distance. Alors, justement, comment on peut le représenter ici? Vous avez, en fonction de la longueur d'onde observée, vous avez des coupures qui sont très visibles. Donc pour le Lyman continuum, lorsque vous ionisez l'atome d'hydrogène, vous voyez, ça c'est les filtres rouge, vert, bleu. Vous avez un spectre de galaxies. Tout d'un coup, il y a une coupure assez brutale qui est due à Lyman alpha. Donc l'hydrogène sur la ligne de visée absorbe. Et puis ensuite, vous avez la coupure totale où on ionise l'hydrogène. Donc ces deux coupures vont nous servir. Évidemment, plus la galaxie est décalée vers le rouge, plus cette coupure va se décaler vers le rouge, et c'est ça qui va nous permettre de détecter ce qu'on appelle un redshift photométrique. On fait juste la photométrie des galaxies. Donc cette technique a été d'abord, un pionnier était Steidel, Chuck Steidel, en 1998. Il avait ploté des diagrammes couleur-couleur, donc U-G et G-R. Le rouge est toujours vers le haut ou vers la droite. Vous voyez qu'il y a des galaxies proches qui sont plus rouges, ici les elliptiques, les spirales B, spirale C, les irrégulières, et puis encore plus rouge ici, vous avez les galaxies, à l'époque ils regardaient des galaxies de Z égale 3, 3.5, et elles sont toutes là-haut. Il y a aussi quelques étoiles qu'il va falloir distinguer. Les étoiles, en fait les galaxies sont tellement petites qu'elles ressemblent à des étoiles, donc il va falloir éviter cette contamination. Alors ici, on a par exemple des observatoires comme le Javalambre en Espagne qui font des surveys d'énormes champs de galaxies avec leurs 2,60 m et qui essaient justement avec une douzaine de filtres, vous pouvez avoir un spectre de galaxies sans même faire la spectroscopie de la galaxie. Évidemment, l'idéal serait par exemple d'avoir la raie de Lyman alpha que vous avez là, à 12-16 angstroms. Cette raie, elle est très fine, vous voyez que vous avez très peu de photons. Donc lorsque la galaxie est lointaine, il vaut mieux que vous ayez tous les photons du continuum, il y a beaucoup plus de photons,
si vous n'êtes pas assez sensible. Pour la raie, on ne sera jamais assez sensible pour la détecter, ou alors il faut un filtre très étroit. Donc ici, c'est la raie de Lyman-alphate. Vous avez la cassure ici. Vous auriez la forêt de Lyman, et puis ensuite la cassure due à Lyman continuum. Donc une façon de voir cela dans les couleurs, vous voyez qu'en grisé, vous avez un redshift de 0 à 2, et puis ça continue en couleur de 2 à 3, 5, et tout ce qui est en couleur, toute cette partie du diagramme, c'est vraiment les galaxies qui sont lointaines. Donc on arrive à les sélectionner rien qu'en faisant une photométrie, sans faire de spectre. Et donc cette technique, c'est celle qu'on utilise même avec le James Webb, même avec le Hubble. On utilise toujours cette technique pour sélectionner les galaxies lointaines parmi des millions, si vous voulez. Et on appelle ça un drop, une chute, en anglais un drop. Alors évidemment, peu à peu, au début, c'est dans le bleu que ça chute, mais ensuite, plus les galaxies sont éloignées, plus on va à z égale 7, par exemple, et ça chute dans le rouge, puis ça chute dans l'infrarouge, ainsi de suite. Et on a quelque chose d'un peu plus fin aussi pour distinguer entre les galaxies qui sont poussiéreuses, donc qui chutent dans le bleu parce qu'il y a beaucoup de poussière, elles deviennent rouges. Et on a cette pente, là ici on a l'UV, les deux cassures sont Lyman alpha, Lyman break ici. Et là vous avez une autre cassure qui est la raie de Balmer, l'autre série de raies de l'hydrogène. Vous avez une cassure ici, mais entre-temps vous avez dans l'UV cette pente, on appelle cette pente la pente UV, qui va nous servir à distinguer entre les galaxies. Cette pente, elle est toujours soit nulle, soit négative, donc moins 2,5. Plus la pente est négative, le bêta est négatif, ça va être plus bleu, et donc il y aura moins de poussière, ainsi de suite. Donc ça, c'est les deux indices qui nous permettent de distinguer les galaxies jusqu'à z égale 7, par exemple. Alors vous voyez ici qu'il y a plusieurs filtres. La galaxie, elle est invisible dans ces filtres-là, et puis elle commence à des filtres. Alors ici, YJH, c'est l'infrarouge à 1 micron, 2 microns. Alors dans ces diagrammes de couleur-couleur, avec les couleurs ZY qui sont les couleurs infrarouges, vous avez aussi de même les galaxies elliptiques très rouges ici et les irrégulières qui sont plus bleues. Le rouge est par là, le bleu est ici. Et puis les très très rouges là-haut, ce sont les galaxies à Z égale 7,5 et toutes les pentes UV sont par ici, par un modèle, si vous voulez, représenter. Donc vous avez d'abord le Z égale 6,5, 7,5. Donc on peut détecter déjà le redshift de façon photométrique sans avoir besoin de faire de spectre. Vous avez aussi la contamination des étoiles. Alors, ce sont des étoiles assez faibles qui sont au-delà de la séquence usuelle OBAF, GKM. En général, on s'arrête là, mais il y a encore des étoiles plus faibles qui sont en quelque sorte des trompeurs, parce qu'elles nous trompent. Elles sont très faibles, on a l'impression que c'est des galaxies lointaines, mais non, elles se retrouvent ici en couleur, là, les jaunes et les verts. Et il faut faire ces diagrammes pour les distinguer et distinguer les galaxies des contaminants. Alors cette pente en UV, elle est représentée ici, c'est entre 1200 ici, la raie de Lyman serait là, et 2580, la raie de Balmer seront ici. Donc ici, c'est ce qu'on cherche, c'est l'effet de la poussière sur le rougissement. Il ne faut pas confondre une galaxie plus proche, très rougie, et une galaxie lointaine qui serait plus bleue. Oups. Alors ici, ce qu'on voit, c'est un petit peu le même diagramme, mais cette fois-ci en fonction du redshift. On voit bien ici les couleurs, et toutes les couleurs des galaxies très lointaines, entre 7 et 8, se retrouvent ici. Là, elles sont vraiment décalées par rapport aux galaxies proches et aux étoiles qui sont évidemment à z égale 0. On arrive très bien à les distinguer avec cet indice bêta et ces coupures en couleur. Alors, je vais commencer par les résultats que nous avons obtenus par ces techniques-là avec le Hubble télescope que vous voyez ici, qui a fonctionné depuis les années 90, donc plus de 30 ans. Ce qu'on a obtenu, c'est le taux d'UV que vous avez en fonction du redshift, puisqu'on est allé jusqu'à ces redshifts-là. Et cette courbe représente un peu une synthèse de ce qui a été obtenu. Vous voyez qu'ici, à z égale 0, ou bien vous avez aussi le temps de remonter dans le temps en milliards d'années. Nous sommes dans une phase aujourd'hui de formation d'étoiles qui est 10 à 20 fois plus petite de ce qui se passait dans le passé. C'est-à-dire que toutes les étoiles que vous avez dans la Voie lactée, elles se sont formées il y a longtemps, dans la première moitié de l'âge de l'univers. Aujourd'hui, on ne forme que très peu d'étoiles.
toutes les galaxies sont comme ça. Le pic est il faut remonter 10 milliards d'années pour avoir le pic de formation d'étoiles dans l'univers. Et puis au début aussi, ils s'en formaient très peu. Il y avait, les galaxies étaient en formation. Et donc on a aussi une montée. On aimerait en connaître plus. Et c'est là que le James Webb va être très intéressant. Ici, on a plus de données là que là. Et on peut déjà dire tout de même qu'entre z égale 7 ici et z égale 3 ici, on a déjà un facteur 10. Ça, c'est en log, donc on a un facteur 10 entre le taux de formation d'étoiles à ces deux redshifts. Donc le taux de formation d'étoiles monte régulièrement, et puis plafonne, et puis redescend. Il va falloir comprendre pourquoi. Il y a une question d'expansion de l'univers, bien entendu, mais il y a aussi le problème de régulation des formations d'étoiles par les AGN, par les noyaux actifs, etc. Alors, ici, lorsqu'on rentre à z égale 6 et au-delà, on est dans la période de rayonisation de l'univers. Vous savez qu'on commence, au début, on a quelque chose qui est tout à fait ionisé, un plasma, jusqu'à 380 000 ans après le Big Bang. Et puis, à l'âge de 380 000, donc très jeune, l'univers est assez froid pour se recombiner. Donc on a entre 380 000 et puis 1 milliard d'années, on a un univers neutre pratiquement, fait d'hydrogène atomique. On appelle ça d'abord l'âge sombre, et puis ensuite les premières étoiles vont former les UV. On va rayoniser, puisqu'il était déjà ionisé avant, on va rayoniser tout l'espace entre les galaxies. Et c'est cette période qu'on aimerait connaître, de 0 en gros jusqu'à 1 milliard d'années, jusqu'à z égale 6. On sait que ça se termine vers z égale 6. Et donc cette période, on ne sait pas quels sont les objets qui ont rayonisé le plus. Ce qu'on a trouvé avec le Hubble, ce sont des galaxies assez grosses, puisque le Hubble n'a que 2 mètres de diamètre, donc ce n'est pas assez sensible. On a des galaxies assez massives, et elles ne suffisent pas. Elles sont très efficaces, mais elles ne sont pas assez nombreuses. Et surtout que les UV ne s'échappent pas de ces galaxies. Ce sont des galaxies massives, il y a beaucoup de poussière et beaucoup d'hydrogène qui absorbent. Donc le taux d'échappement, qu'on appelle escape, là, ici, il est toujours inférieur à 50%. Il y a peut-être 10% des UV qui sortent. Donc là, il faudrait beaucoup plus de galaxies ou alors un taux d'échappement bien plus grand que ce qui n'est en réalité. Donc on n'a pas encore compris ce qui se passe. Alors on sait que peut-être on a des étoiles, alors on va revenir là-dessus, on a des étoiles POP3. Qu'est-ce que sont ces étoiles? Ce sont des étoiles qu'on n'a jamais vues, mais qu'on suppose qui existent au début de l'univers. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est les populations 1 et les populations 2. Population 1, ce sont les dernières qui se forment à partir du gaz métallique, parce qu'il a été enrichi par les précédentes générations d'étoiles. Donc dans le disque de la galaxie, il y a des POP 1. Puis ensuite des POP 2 qui ont des milliards d'années, comme le Soleil, par exemple, et qu'on l'envoie aussi dans la galaxie, parce qu'il y a toutes les masses. Et par contre, les POP 3, elles sont tellement massives. Alors pourquoi elles sont massives? C'est qu'il y a très peu de métaux pour refroidir le gaz. Donc le gaz est très chaud, et donc il n'y a pas de refroidissement, elle ne peut pas se fragmenter. Alors, ces populations 3, elles peuvent être de 100 à 200 masses solaires, et on peut imaginer que peut-être elles pourraient ioniser, mais on n'en a pas encore vu. Donc tout ça sont des questions qui peut-être vont être résolues par le James Webb. Alors voici la fonction de luminosité qu'on a obtenue pendant 30 ans. On a des travaux par exemple de Bowens et collaborateurs. Ici, vous voyez que c'est la luminosité UV va dans ce sens. Ici, c'est les magnitudes qui vont toujours dans le sens contraire de la luminosité. Donc, vous voyez qu'il y a plus de galaxies de petite luminosité et beaucoup moins de grande luminosité, bien sûr, ça va dans ce sens. Et puis, en couleur, vous avez les différents redshifts. Donc, on a beaucoup plus de galaxies plus proches, puis ensuite, ça se réduit. Et puis, à z égale 10, on en a beaucoup moins. Et on a remarqué qu'il y avait une très grande chute entre z égale 8 et 10. Vous voyez que ça chute beaucoup plus qu'entre z égale 4 et 8. Alors ça, c'est peut-être un des effets du Hubble, on va voir. Alors pourquoi? Parce qu'évidemment, au début, il n'y a pas de galaxies du tout, donc on s'attend bien à ce que les galaxies montent dans le temps, et puis ensuite, il y a de plus en plus de galaxies. Alors justement, ce déclin rapide de nombre de galaxies entre z égale 8 et 10 a été d'abord une surprise avec le Hubble. Vous avez un facteur 10 de chute en nombre entre z égale 8 et 10. Alors je rappelle les temps, dès qu'on va, z va très vite, mais le temps va très lentement. Le z n'est pas linéaire avec le temps. Donc à z égale 6, c'est à peu près 1 milliard d'années. Ici, c'est en millions d'années. Et z égale 12, on est 370, 480, ainsi de suite. Donc entre 8 et 10, vous avez exactement 170 millions d'années.
Donc en 170 millions d'années, vous avez une chute d'un facteur 10, alors qu'entre 4 et 8, beaucoup moins. Donc c'est en 1 milliard d'années. Donc il y avait une chute brutale, et sans doute, on devait se douter que peut-être c'était dû à l'instrument, on n'était pas assez sensible pour voir toutes les galaxies un peu plus rouges. Ici, vous avez la comparaison des 9 galaxies qu'on avait trouvées à z égale 10, des candidats, parce qu'on n'a pas pu, ils sont trop faibles pour qu'on puisse faire une spectroscopie, donc c'est des redshifts photométriques. Donc il y a 9 candidats, et vous avez la comparaison avec beaucoup de modèles de simulation de galaxies qui en attendaient beaucoup plus. On en attendait 30, 27, etc., alors qu'on n'en a observé que 9. Il n'y a qu'une certaine simulation de galforme qui arrive à représenter ce qui était en réalité. Donc on peut dire que cette formation d'étoiles, donc on prend juste la queue de distribution à grand redshift, entre z égale 3, on sait que ça va piquer par là, c'était le diagramme de la formation d'étoiles en fonction du temps. Donc on avait cette chute ici et on pouvait l'extrapoler, mais en fait non. On voit avec Hush et collaborateurs qu'elle descend plutôt. Il y a une grande chute ici, on voit beaucoup moins d'étoiles. Alors peut-être, certains ont prétendu que ça correspondait au halo de matière noire qui croissait aussi beaucoup plus vite ici, mais ce n'était pas très bien expliqué. On a quand même une comparaison avec d'autres instruments comme ALMA. ALMA permet de regarder aussi très loin, car il regarde la poussière chauffée par les étoiles, et cette poussière, elle va rayonner plutôt à 100 microns. Donc lorsque vous êtes à très grand redshift, vous avez des galaxies qui peuvent être plus brillantes à grand redshift qu'à faible redshift. Donc ici, vous avez par exemple les résultats de Scoville et al. Et ces résultats sont inclus dans cette détection ici, et donc c'est plutôt compatible. Alors par contre, ce qui se passe là, c'est un peu plus difficile à voir avec ALMA. Donc ça, c'était l'état de l'art, mais il y avait quand même un seul objet dans le ciel qui a été détecté donc, par Hush en 2016 et qui a un redshift photométrique, vous voyez la chute de Lyman ici, qui correspond à z égale 11. C'était le seul qui a été détecté à z égale 11 avec Hubble. Et une surprise, parce que maintenant, avec tout ce qu'on connaissait à l'époque, il semblait qu'on aurait eu besoin de 10 à 100 fois plus de surface pour trouver un objet aussi rare. Alors, dans 1 degré carré, on avait un survey de 0,2 degrés carrés, ce n'était pas possible d'observer un tel objet. Ça aurait déformé un peu la fonction de brillance. Par exemple, ici, la fonction de luminosité, vous voyez, à z égale 10, on est en train de descendre, on aurait dû, à cette luminosité-là, très forte, on aurait dû la trouver par ici. En fait, elle se trouvait beaucoup plus haut. Donc cet objet était quand même une exception. Peut-être, on va voir si avec le James Webb on en trouve d'autres, mais il y avait quelque chose de particulier. On n'a pas vraiment compris ce qui se passait avec cette extrapolation-là. Alors il y a d'autres techniques aussi, dont je parle maintenant, qui consistent non seulement, alors pour l'instant j'ai parlé de la coupure de Lyman, donc l'absorption de l'hydrogène sur la ligne de visée, mais on peut essayer de détecter aussi les émetteurs Lyman alpha. Donc on appelle Lyman alpha émetteur, ou LAE si vous voulez. Et ça a été fait par exemple par Ushi et collaborateurs avec le télescope Subaru qui est à Hawaï, qui est un 10 mètres. Et ils ont essayé de détecter l'émission des raies Lyman avec un spectre très étroit, narrow band filter comme on dit. Donc ici, ils ont, vous voyez, ces dimensions en degrés, donc c'est un grand survey. Tous les points sont des émetteurs de Lyman alpha, donc des sources de formation d'étoiles. On imagine, alors c'est tout à fait dans la période de rayonisation, et on s'imagine qu'il faut une grande surdensité de matière noire pour qu'il y ait des baryons qui commencent à faire des étoiles et à rayonner. Donc en fait, on voit la partie émergée de l'iceberg et on a ce qu'on appelle un biais, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait beaucoup plus de masse pour que les baryons puissent rayonner. On appelle ça un biais des Lyman alpha pour les luminosités plus grandes que L-star. Normalement, vers z égale 0, le biais n'est pas très fort. Par contre, lorsqu'on est à grand redshift, il est de plus en plus fort en fonction de la masse. Ici, vous avez la masse qui croît et le redshift. Donc, ils ont trouvé que ces sources de Lyman alpha étaient très concentrées en groupes, petits amas,
et avait un grand biais par rapport à la masse noire, c'est-à-dire qu'il faut énormément de masse noire pour avoir un tout petit peu des groupes de Lyman alpha. Et en plus du fait que ces zones, ces galaxies qui émettent en UV, grâce à leurs étoiles, rayonnisent un petit peu des bulles autour d'elles, et ça nous permet de les voir encore plus. Sinon, tout l'hydrogène, s'il était neutre à côté, il aurait absorbé le rayonnement. Donc en quelque sorte, ça fait boule de neige. Dès qu'on a un petit groupe de galaxies qui ionisent tout leur environnement, on les voit beaucoup mieux. D'où l'effet de biais encore plus visible. Alors avec cela, on peut essayer de voir à quelle époque a été rayonisé complètement l'univers avec ces sources d'émetteurs Lyman. Alors si vous voyez en fonction de redshift, les observations étaient par là. En fonction du temps, on a un modèle là qui commence à correspondre et on a la fraction d'hydrogène neutre. Alors au début, l'hydrogène neutre est partout, donc c'est 1, c'est le fameux XH1, H1 étant l'hydrogène atomique. Donc vous avez une fraction 1 et ensuite vous descendez pratiquement à 0. Alors tout se passe là, donc il vaut mieux passer de linéaire en log. Si vous passez en log, vous voyez beaucoup mieux ce qui se passe en dessous, là, de 1 à 10-4, etc., qui est tout réuni dans ce paquet. Donc ici, on voit un petit peu que la réionisation se fait de façon assez brutale, entre 7 et 6 ici, et on peut essayer de comparer avec les modèles. Alors vous voyez un petit peu les bandes de filtres très étroits qui sont utilisées, sont écrites en noir ici, sont des filtres étroits qui ont permis de détecter en fait beaucoup plus facilement qu'avec la photométrie des sources qui sont ici. Donc il y a 3 modèles possibles qui sont encore valables, on n'a pas assez de résolution encore et de statistiques. Quelque chose qui se rayonnise très tôt en fonction du temps, ou très tard en vert, et puis moyen. Tout cela, on ne le sait pas encore, c'est les premiers préliminaires des devinettes. Ici, ils ont détecté un grand nombre de galaxies sur un survey très grand, presque 600 000, 100 degrés carrés, donc ça nous fait un milliard de parsecs cubes. C'est un énorme volume à cette époque, et donc ça permet de voir des objets plus rares. Il faut que vous exploriez un plus grand volume pour les objets rares. Les objets rares, ils sont ici, puisque ici, le nombre d'objets en fonction de la luminosité, qui va toujours dans ce sens, vous permet de détecter des objets. Alors, les objets rares, il peut y avoir aussi des noyaux actifs, pas seulement des formations d'étoiles, qui sont beaucoup plus brillants que les galaxies, mais vous voyez qu'on peut, en fonction de la couleur, regarder Z égale 4, 5, 6, 7, comment cette fonction de luminosité varie entre ces redshifts-là. Vous voyez un petit peu l'énorme progrès de ce survey par rapport aux autres surveys en nombre de galaxies, ce qui permet d'avoir des statistiques bien plus grandes. Alors, un des résultats intéressants de ce survey était que la loi de Schechter. Alors, qu'est-ce que c'est que la loi de Schechter? C'est une loi de la fonction de luminosité prédite par la théorie qui a une loi de puissance, c'est-à-dire en log-log, ça va être une droite par ici, quelque chose d'un peu aligné, et puis ensuite une chute brutale qui est une chute exponentielle. Donc ça, c'est une chute exponentielle, vous avez la loi de puissance ici. Et là, on voit que cette loi de Schechter n'est pas exactement vraie. Alors pourquoi? Il y a 2 raisons. Il y a une raison du fait qu'à ces grandes luminosités, on a parfois des objets qui sont amplifiés gravitationnellement, donc des lentilles. Et puis aussi, on a les quasars qui ne sont pas les mêmes objets que ce que vous avez ici, qui sont plus brillants. Donc on arrive à détecter les quasars à ce moment-là, qui sont plus rares, et donc il faut un survey beaucoup plus grand pour en voir. Donc ce survey a permis de détecter la fonction de luminosité des quasars à ce redshift-là. Alors, quand on regarde un petit peu tout ce qui a été tenté pour essayer de connaître la fonction de luminosité aux basses luminosités, puisqu'on pense que la réionisation n'est pas due à quelques galaxies massives efficaces mais peu nombreuses, alors qu'elle serait due à beaucoup plus de galaxies, moins efficaces mais tellement plus nombreuses, que c'est cette portion-là de la courbe de luminosité qu'on aimerait connaître. Alors pour cela, par exemple, Atec et collaborateurs ont essayé d'utiliser les lentilles gravitationnelles, et donc toute cette partie-là vient de ces lentilles, donc des champs amplifiés. Alors, le problème, c'est qu'il faut faire un modèle des lentilles gravitationnelles qui soit assez exact, et vous voyez que les gens ne sont pas d'accord. Il y a des théories qui montent en vert, en rouge, en jaune, et donc tout ça, c'est la barre d'erreur.
Donc c'est vraiment l'état de l'art par le Hubble Space Telescope avant le James Webb. Alors, je dirais aussi quelques mots de ce qui a été obtenu autour des galaxies. Il y a énormément de progrès qui a été fait. Alors ça, c'est une simulation numérique. Autour de chaque galaxie, vous attendez à voir énormément d'atomes d'hydrogène assez excités qui vont se réintégrer en émettant de Lyman alpha. Donc justement, ces raies vont peut-être être obtenues en émission et puis en absorption. Alors l'absorption, on a l'habitude de détecter devant les quasars ou devant les galaxies avec des raies qui sont parfois saturées lorsqu'on est très près de la galaxie ou parfois pas, et puis des raies de métaux comme le silicium, etc., qui ne sont pas saturées. Donc tout cela, on avait l'habitude, mais la nouveauté, c'est qu'on maintenant on le détecte en émission. Par exemple, avec l'instrument MUSE, qui est un spectro à intégrale de champ qui permet de faire sur des grands champs de minutes carrées, obtenir pour chaque pixel un spectre avec des fibres et des lentilles. Et on a un cube à 3 dimensions avec x, y, des flux et puis les vitesses en chaque point. Alors ça a permis de faire un gros progrès, surtout à grand redshift, puisque Lyman alpha est dans l'UV et si on le décale vers le rouge, on va l'obtenir en optique. C'est un instrument optique qui est au VLT de l'ESO, au Chili, dans l'hémisphère sud. Et donc ce qui a été découvert, c'est autour des quasars brillants mais qui n'émettent pas en radio, ce qu'on appelle radio quiet, ici, eh bien, on a obtenu des émissions Lyman alpha qui étaient très étendues, de 100 à 320 kg par sec, une galaxie faisant 10 kg par sec au plus. C'est quelque chose qui dépasse énormément les galaxies. On voit la vitesse, on voit la dispersion de vitesse. Alors ça, c'était pour les quasars. On s'est dit peut-être qu'il y en a aussi autour des galaxies. Et en effet, autour de chaque galaxie, de z égale 3, 6 et 7, un exemple est ici, mais un autre, etc. On a des énormes halos de Lyman alpha autour de chaque galaxie qui sont bien plus grands que ce qui était mis en UV. Donc ça, c'est dû au fait que la raie de Lyman alpha est un peu résonante et permet de rayonner avec fluorescence. Alors par exemple, il y avait même auparavant cette fameuse nébuleuse de la limace, ça ressemble à une limace si on veut. Il y a un quasar qui illumine toute une nébuleuse de gaz H1 en Lyman alpha et ça fait 500 kg par sec, donc c'est énorme. Et on commence à voir un petit peu les filaments cosmiques dans le gaz en dehors des galaxies. 500 kg par sec avec à z égale 2 des filaments de 10 puissance 12 de masse solaire. Alors on pense que pour les galaxies, le facteur de remplissage de tout ce gaz intergalactique en fait, est assez grand, 60%, et c'est ce qu'a vérifié le champ profond de MUSE du Hubble Deep Field au sud parce qu'on est au Chili ici. Et ce que vous voyez en blanc, ce sont les galaxies de Hubble. Et puis en bleu, c'est les Lyman alpha vus par MUSE à ce redshift-là. On voit que c'est beaucoup plus gros, ça entoure les galaxies et ça occupe une surface qui fait bien 60% comme prévu. Donc évidemment, on n'a pas la même résolution puisqu'on n'est pas dans l'espace et on a quand même l'atmosphère qui nous gêne, mais on a quand même énormément du gaz intergalactique autour des galaxies. Alors ces gaz qui est autour des galaxies, 81% des galaxies qui émettent en Lyman ont ce halo, 40 kg par sec au moins. Et on se demande, est-ce qu'il est dû à l'accrétion de gaz, c'est-à-dire est-ce que c'est du gaz qui est dans les filaments qui permet aux galaxies d'accréter le gaz, ou bien il vient aussi du phénomène de feedback des étoiles qui éjectent leur gaz. Alors ça, c'est possible de le savoir en faisant un petit peu de statistiques. Ça a été fait par un programme qui s'appelle le MUSE Megaflow. On peut essayer de détecter en fonction de l'angle vers lequel vient le gaz. Alors si c'était une éjection, ce serait perpendiculaire au plan de la galaxie. C'est l'éjection due à la formation d'étoiles, au starburst. Et puis ici, on a un angle I qui est l'angle avec lequel on voit la galaxie. I égale 0, c'est quelque chose qui est vu de face, et I égale 90 vu de profil. Et puis l'angle alpha à laquelle vous vous trouvez. Donc quand on fait un stack de toutes ces absorptions, cette fois-ci ces absorptions, on voit que ce qui tourne avec la galaxie, c'est quelque chose qui est dans le plan en accrétion, et le bleu qui est plutôt en éjection. Et en fait, il est plus fréquemment en éjection, d'après la conclusion de cette étude. Vous voyez ici, en vert, c'est les cas d'accrétion, avec alpha égale assez petit, et ici, les cas d'éjection. Donc on arrive à faire statistiquement
une petite idée de savoir quelle est l'origine de ce gaz Lyman alpha. Il y a une partie due à l'accrétion et une partie due à l'éjection. Et puis on commence à le voir aussi en émission, cette fois, ça c'est la première fois qu'on le voit en émission. Ici vous avez un quasar et vous avez une galaxie dont le gaz s'étend tellement qu'on voit à ce redshift-là une raie d'absorption dans le quasar. Donc il faut bien que le gaz aille jusqu'au quasar. Et puis vous avez aussi 3 galaxies qui absorbent dans ce quasar. Donc toutes ces galaxies ont du gaz qui vont jusqu'au quasar. Donc vous voyez un peu l'étendue du gaz qu'il y a dans les galaxies. Et celui-ci, en émission de magnésium, on voit l'émission dans 2 lobes ici qui sont l'éjection perpendiculaire à ce plan. On a l'impression que c'est de l'éjection de gaz et non pas de l'absorption. On retrouve le même effet de halo de gaz qui est vu en MG2 en émission. Au centre, il est vu en absorption parce qu'il y a un quasar ici, mais on voit qu'il y a un petit groupe de galaxies, 30 kPa, qui émet en magnésium 2, donc quelque chose d'assez métallique, tout autour en émission. Et de même, ce phénomène de halo de gaz est vu avec ALMA. Alors ALMA, ça permet de voir du gaz moléculaire, du gaz aussi de C1, par exemple, le gaz atomique. Ici, on voit ce qu'on appelle une toile d'araignée. C'est un groupe de galaxies qui a l'impression d'être en interaction. Et on voit qu'il y a, les contours sont dus à ALMA. On voit qu'il y a beaucoup de gaz qui joint une galaxie à l'autre. Donc on a du gaz intergalactique qui est vu en carbone. On a aussi de la molécule CO qui a l'air de franchir la frontière de toutes les galaxies, d'enrober en fait une enveloppe entre tout ce groupe de galaxies. Donc le CO4-3 demande une grande densité, donc c'est sans doute du gaz dense qui a été peut-être éjecté par cette galaxie qui est à Z égale 3,5. Donc voici un petit peu tout ce qu'on a appris récemment et je vais passer peut-être maintenant aux résultats qu'on a appris avec le James Webb. Alors, le James Webb a été lancé, comme vous le savez, à Noël dernier par Ariane, qui a été un tir parfait, dans le point Lagrange L2. Et on a maintenant un télescope de 6 mètres au lieu de 2 mètres, donc bien plus de sensibilité. Sans doute, il y aura 10 ans de durée de vie, qui est déjà plus grand que ce qu'on pensait, parce que le tir d'Ariane a été tellement bon qu'on n'a pas consommé tous nos combustibles pour réguler l'orbite. Et donc, évidemment, ce n'est pas comme le Hubble. Le Hubble était à 400 ou 600 km de nous. On pouvait envoyer des astronautes pour le réparer. Ici, on ne pourra pas envoyer quoi que ce soit. Donc, il faut faire tout en 10 ans et sinon, on n'aura plus rien. Donc, quel est l'avantage du Hubble ici, du Webb par rapport à Hubble? Le Hubble allait que jusqu'à 1,6 micron dans le rouge. On avait le visible et puis l'infrarouge jusqu'à 1,6. Ça permettait d'avoir justement cette galaxie à Z égale 11 que l'on a vue là, une seule, qui correspond à 420 millions d'années de l'âge de l'univers. Alors que maintenant, avec même la caméra de proche infrarouge NIR, pas seulement le MIRI, mais le NIR, va jusqu'à 5 microns. Ça nous permet d'aller jusqu'à toutes les galaxies primordiales pourront être observées avec le James Webb, car on va assez dans le décalage vers le rouge dû à toutes ces Z égale 20 à 30. Et puis la sensibilité, on a 3 fois plus de diamètre, donc 10 fois plus de surface, une sensibilité de 10, d'où évidemment le James Webb a été lancé surtout pour ça, surtout pour les galaxies primordiales. Évidemment aussi dans le infrarouge lointain, on pourra faire des planètes et voir les biosignatures des planètes, mais pour l'instant, ce qui nous intéresse ici, ce sont les galaxies primordiales. Alors, un des champs profonds qu'a utilisé le James Webb, c'est l'amas de galaxies SMACS 0723, qui est très célèbre, vous en avez vu une très belle image. Et pourquoi on a regardé un amas proche? C'est que cet amas va amplifier les galaxies de fond par son action gravitationnelle. Donc on a une lentille gravitationnelle, on a un télescope gravitationnel, le télescope cosmique. Donc on aide le James Webb par un autre télescope qui va amplifier, parfois de 2 ordres de grandeur, toutes les galaxies derrière. Alors voici la belle image qui a été présentée en juillet 2002 par même M. Biden, puisque c'était quand même très important. 10 milliards avaient été dépensés pour ce télescope. Donc ici, vous voyez que lorsqu'il y a des étoiles, vous avez ce diagramme de diffraction très spectaculaire hexagonale, puisqu'il y a la forme du télescope. Vous avez ici l'amas
SMAC S0723, qui est à 0,39 de redshift. Donc vous remontez le temps de 4 milliards d'années. Donc c'est quand même un amas proche, mais on peut quand même remonter un petit peu le temps. Et puis vous voyez énormément d'arcs gravitationnels. Vous voyez, tous ces arcs gravitationnels montrent qu'en effet, on a bien une lentille optique. Ça vous déforme les galaxies de loin et ça vous les amplifie énormément, comme une loupe en quelque sorte. Donc on a placé une loupe de manière à pouvoir voir toutes ces galaxies lointaines par les arcs. Et puis d'autres, comme on va voir, il y en a plein qui sont multipliés par 4 images. On a des mirages gravitationnels. Alors si on regarde un petit peu, il y a certains amas comme ça qui ont des images spectaculaires. Par exemple ici, vous avez une galaxie. Le zoom que vous voyez ici montre qu'il y a 4 images qui sont des supernovae, donc 4 supernovae qui sont amplifiées par un rapport qu'on appelle mu, pour le rapport d'amplification, de 20. Et ces supernovae-là sont à z égale 1,5, ce qui est déjà, dans la première moitié de l'âge de l'univers, on arrive à voir des étoiles toutes seules. Grâce à cette amplification, c'est remarquable. On peut déjà regarder aussi, sur une loupe comme ça, on peut regarder à la fois l'amas lui-même, et puis on peut regarder à n'importe quel redshift derrière. Donc déjà, à l'amas lui-même, on a trouvé des choses remarquables aussi. C'est que cette galaxie, qui est la galaxie la plus brillante de l'amas, elle est une CD, c'est-à-dire une galaxie qui a mangé beaucoup de galaxies proches, c'est une camibale, et vous avez une grande extension de lumière due à ce cannibalisme en fait. Donc ce que vous voyez ici, c'est tous les petits pics, et on pense que ce sont des amas globulaires qu'on a détectés à cette distance-là. Alors ces pics lumineux, c'est des masses qui correspondent à des millions de masses solaires, donc ça correspond à des amas globulaires qui sont peut-être arrachés de leur galaxie dans l'interaction, ou bien des flots de refroidissement, car on a en effet des rayons X dans cet amas, et ces rayons X montrent que, ici vous avez en couleur la température du gaz très très chaud, qui est à millions de degrés, et en blanc vous avez les contours de flux en rayons X, de flux émis. Vous voyez que vous émettez beaucoup de flux là et que la température refroidit, ça veut dire que le gaz émet beaucoup d'X pour se refroidir, et c'est au centre de l'amas, là où il y avait la CD. Vous avez deux amas en collision et vous avez un énorme flot de refroidissement, donc c'est déjà intéressant de regarder l'amas en lui-même. Et puis ensuite, les lentilles gravitationnelles et les galaxies de fond. Donc dans cet article de Pascalet avec les collaborateurs, vous avez un grand nombre d'images que vous voyez ici nommées. Par exemple, l'image 19 avec 2, 3 et 4, ça veut dire qu'il y a 3 images de la même galaxie. Ici, vous avez 19, 3. Alors, ce sont des petits points. Les galaxies de devant sont vraiment assez proches. Et ce qui nous intéresse, ce sont les tout petits points que vous voyez ici, que l'on voit parfois reproduits 3 ou 4 fois à cause de la lentille gravitationnelle. Donc, en gros, ils ont trouvé, dans la première étude ici, 14 nouvelles galaxies lointaines avec 42 images multiples. Chacune en a 2 ou 3. Et on remonte le temps de 13 milliards d'années, ce qui nous fait rentrer quand même, vu l'âge de l'univers 13,7, on remonte très très loin grâce à cette image. Alors certains ont commencé déjà à identifier le vrai redshift avec les cassures, les drops, les cassures de Lyman. Alors il y en a 3 ici que vous ne voyez presque pas, donc il faut un petit carré blanc pour les voir. Ici vous en avez 3. Et à l'intérieur du carré blanc, vous voyez un point, mais c'est quand même assez faible, ce qui vous donne une idée de la faiblesse de ces galaxies à grand redshift. Et donc, ces redshifts ont été aussi confirmés par le spectre. Ils ont pu faire un spectre de ces petits points. Et on a 7, 6, 8, 5 et 10 comme redshift. Vous voyez, c'est une pêche miraculeuse. On regarde un petit endroit et vous avez des tas de galaxies très lointaines. Alors, de ces galaxies, ils peuvent faire un fit avec un algorithme qui s'appelle GalFit, où on peut fitter toutes les galaxies d'un champ, par exemple, même les étoiles. Ils ont pu faire les étoiles. Et regarder si la distribution en lumière de la galaxie, elle est une distribution très piquée. À ce moment-là, ce sera une elliptique. Si elle n'est pas piquée du tout, ce sera une spirale. Par exemple, il y aura un disque, etc. Et puis, le résidu montre qu'on a bien fité les galaxies. Donc ça, c'est un exemple de galaxies, mais il y en a évidemment un grand nombre. Donc, pour voir un petit peu les premiers résultats, on a détecté énormément de galaxies. Alors, dans cette publication d'Arikan et collaborateurs, on a, en fonction de la luminosité et du redshift, vous voyez ce qu'avait déjà détecté le Hubble avec la galaxie
surprenante et exceptionnelle à z égale 11, c'était la seule. Maintenant, on en a plein. Déjà en quelques mois, un mois ou deux, on en a plein, jusqu'à 17, même il y a des candidats à z égale 20. Là, c'est juste pour une publication, mais il y en a bien d'autres. Et comment on les a détectés? C'est par ces cassures. Ici, on a deux moyens de détecter. On a quand même fait le spectre ici pour vérifier. Vous voyez que le redshift photométrique n'est pas tout à fait exact, mais enfin, il est presque 8. Alors l'autre, c'est le vrai, c'est 8,5, donc on n'est pas très très loin. Donc pour faire des statistiques sur les galaxies à z égale 8, c'est peut-être suffisant. Alors un des résultats qu'on voulait avoir, c'est y a-t-il assez de galaxies pour rayoniser l'univers? Eh bien, peut-être. Ici, nous avons un papier de Hatek et al. Qui trouve un grand nombre de galaxies, très bleues d'ailleurs, avec la pente bleue qui est très forte, à -2,5, -3. Donc elles n'ont pas beaucoup de poussière. Elles ont des étoiles très jeunes, de 10 à 100 millions d'années. Donc elles viennent de se former, et des masses de 10 puissance 8 à 10 puissance 9. Donc vous voyez ici d'ailleurs un exemple, cette petite galaxie au milieu, et un certain travail de Donnan et collaborateurs qui trouve 56 galaxies à grand Z supérieur à 8 et 12 jusqu'à 17. Alors là, il y a quand même beaucoup d'attention à faire, puisqu'il y a parfois une dégénérescence dans ces techniques de cassure-Lyman. Vous voyez qu'on peut faire un modèle avec la courbe bleue ou un modèle avec la courbe verte qui a l'air de représenter bien la réalité, et ces deux redshifts sont complètement différents. Donc vous avez une galaxie proche qui est très rougie par la poussière, donc qui chute aussi dans le bleu, et ce qui correspond un tout petit peu à la galaxie à grand redshift. Mais lorsqu'on a pu faire des spectres et qu'on a pu avoir d'autres informations, à ce moment-là, on peut avoir ce genre de courbe. Donc ici, c'est le nombre de duvées ou bien de galaxies que vous avez en fonction du redshift. Vous voyez que la courbe en bleu, c'est la courbe qu'on avait avec Hubble. Et maintenant, avec le James Webb, on a quelque chose qui est bien supérieur. Donc on arrivera à trouver à grand redshift assez de galaxies peut-être. Enfin, il faut quand même attendre les statistiques, mais on arrivera à détecter beaucoup plus de galaxies pour y rayoniser l'univers. On a aussi un instrument, alors il y a NIRCam, il y a NIRSPEC qui fait des spectres dans l'infrarouge. Vous avez une petite idée de la qualité des spectres ici, avec les raies de O3 et H-alpha, etc. Donc on a des forts taux de formation d'étoiles. Ça, c'est un redshift relativement proche, avec certains objets ici. Vous voyez un petit peu la qualité et les masses des galaxies. Mais vous en avez aussi à Z égale plus grand. Ici, c'est 5 à 9, donc autour de 7. Vous pouvez non seulement avoir les spectres avec un certain nombre de raies qui vous donnent des renseignements sur la formation d'étoiles, vous avez aussi toute la distribution spectrale d'énergie avec les coupures qui vous donne le taux de formation d'étoiles en fonction du temps. Donc vous savez quand est-ce que vous avez un nombre d'étoiles qui sont plus jeunes, d'autres plus âgées, etc. Vous pouvez reproduire l'histoire de la formation d'étoiles de cette galaxie, donc qui sont représentées là. Il y en a qui sont commencées beaucoup plus tôt que d'autres, et d'autres beaucoup plus tard. Donc on commence à connaître un petit peu toute l'évolution beaucoup plus précisément, avec des étoiles qui sont vraiment très très jeunes, 10 millions d'années, et des masses assez faibles. Donc c'est vraiment là la population qu'on attendait pour rayoniser l'univers avec ces spectres. Les modèles suivent aussi. On a des modèles qui permettent, des simulations qui permettent de comparer les observations des 10 filtres ici qui correspondent aux points de mesure, et puis les modèles en grisé derrière, les spectres modélisés. Et on peut essayer de regarder ce que donnent en fonction de redshift les couleurs prédites. Alors là, vous avez des couleurs qui sont très variables. Pourquoi elles sont très variables? Parce que vous avez des raies des nébuleuses, H-alpha, Lyman alpha, etc., qui vous donnent ces fluctuations, mais quand on compare avec les données, ça correspond relativement bien. Donc finalement, on arrive à remonter cette chute qu'il y avait entre 8 et 10 précédemment avec le Hubble, n'est certainement pas intrinsèque, elle était sans doute due au fait que le Hubble n'avait pas de filtre beaucoup plus loin qu'1,6 micron, donc on ne pouvait pas voir les galaxies à grand redshift, et on n'était pas sensible non plus pour les voir. Donc finalement, avec le James Webb, on a ce taux de formation d'étoiles qui peut s'étendre au-delà de 8 et il n'y a pas de coupure du tout. Là, c'est une normalisée avec la masse des étoiles, mais ça suit exactement. Et vous voyez qu'entre 8, 10 et 12,
il n'y a pas tellement de chutes comme il y avait auparavant. On avait en 170 millions d'années, on avait une chute d'un facteur 10, et là, ce n'est pas le cas. Donc on voit des galaxies très bleues avec des starbursts aussi à z égale 12, et que l'on trouve dans, ici c'est le HST, vous voyez qu'on ne voit rien du tout, et puis tout d'un coup, elle arrive dans le 2 microns de James Webb. Ici, de même, je compare la vue qu'on avait avant et maintenant. Alors, on n'a pas assez de statistiques, hein, il faudrait beaucoup plus de points. Alors là, c'est seulement dans un papier. Si on met tous les papiers ensemble, il y a plus de points, mais enfin, quand même, on est complètement au-delà. On arrive à remonter la pente, en quelque sorte. On a aussi pas mal de galaxies qui sont très obscurcies. C'est nouveau aussi avec le James Webb, puisque dans l'infrarouge, à 2 ou 4 microns, on perce la poussière. Donc, ce qu'on ne voyait pas à 1 micron, c'était parce que c'était complètement obscurci. On le voit maintenant à 4 microns. Donc ici, vous avez une galaxie, par exemple, qui n'existait pas dans le Hubble et qui maintenant existe parce qu'on a pu aller beaucoup plus dans le rouge et à 4 microns. Par exemple, voici les limites supérieures que vous aviez avec le Hubble ici. Donc on n'arrivait pas à les détecter. Maintenant, on les détecte et donc tous les travaux ici en orange retrouve la séquence principale de galaxies en fonction de la masse des étoiles et la formation d'étoiles que l'on attendait et qu'on ne pouvait pas détecter avant. Donc il y a vraiment une percée énorme du James Webb qui nous permet de regarder l'univers qu'on ne voyait pas auparavant à cause de la poussière parce qu'on n'avait pas la bonne longueur d'onde aussi. Notamment, il y a aussi des galaxies qui sont spirales. Autrefois, avec le James Webb, avec le Hubble, pardon, on voyait des tas de galaxies qui ressemblaient à des points, à des taches, etc. Et on va voir d'ailleurs dans la semaine prochaine, on aura toute la formation des sphéroïdes et des disques qui sont beaucoup plus tôt que ce qu'on pensait. Et là, on commence à voir des spirales très très rouges. Là, c'est des couleurs composées, mais qui représentent la couleur. Ici, ici, ici. Et ce sont des galaxies qui, visiblement, elles sont peut-être vues par la tranche, mais ce sont des spirales qui sont assez grand redshift. Donc on a quelque chose qui peut être le progéniteur de galaxies lenticulaires spirales, mais qu'on n'avait pas vu avant. Et les galaxies à z égale 17, sont-elles vraies? Il y a eu beaucoup de hésitation au départ parce qu'on pensait que le James Webb n'était pas bien calibré, vu qu'on voyait beaucoup trop de galaxies, et que peut-être le redshift, il y avait des contaminations à faible redshift. Ici, on a une galaxie à z égale 17, par exemple, que l'on voit dans les cassures, mais qu'il aurait pu avoir, quand on regarde la probabilité d'avoir un redshift à z égale 17, il y en avait peut-être une contamination à z égale 5. Eh bien, avec ALMA, on a pu montrer que z égale 5 n'existe pas, puisqu'on aurait dû voir la poussière de ALMA à z égale 5, on ne la voit pas. Donc ça veut dire que cette solution-là n'est pas bonne. Et en plus, avec ALMA, on a détecté l'arrêt de O3 à 52 microns au redshift de z égale 17. Donc là, on a deux confirmations avec l'arrêt qui est ici et qui est la confirmation ultime de ce redshift-là. Donc on arrive vraiment à 17, 18, 19, 20, ce qui était complètement impensable avec le Hubble précédemment. On a donc ces galaxies en très grand nombre à z égale 9. Donc je vais essayer de montrer quel est le problème que cela pose. Alors, le problème que ça pose, c'est que peut-être le modèle cosmologique ne prédit pas autant de galaxies. Alors, est-ce que c'est vrai? Maillot et Vide ont essayé de faire des simulations de galaxies avec plusieurs modèles de matière noire pour savoir si on pouvait distinguer les modèles de matière noire. Alors, je ne vais pas détailler tous les CDM, les modèles de matière noire froide. Il suffit de regarder ce qui est bleu et noir. Ce sera le modèle de CDM. Et le modèle orange et vert ici, c'est des modèles de matière noire tiède pour lesquels la particule de matière noire est d'une très faible masse, de l'ordre du kilo-électron-volt, et ces faibles masses montrent qu'on va éliminer les petites structures. Donc on regarde en fait par rapport à ce qu'on a observé et il semblerait que le vert soit un petit peu en dehors de ce qui est observé. Donc il semblerait que la masse doit être supérieure à 3 ou 4 kV. On a déjà éliminé une partie des faibles masses de la matière noire tiède qui, lorsqu'on augmente la masse, devient de plus en plus froide. En fait, on rejoint la matière noire froide CDM. Donc déjà, on peut dire qu'il y a peut-être un filtre. Ici, ils ont simulé aussi 3 redshifts, ici 6, 7, 9 et 12.
et montrer que dans certains cas, on a beaucoup plus, les points observés sont en rose ici, on a plus de points observés que ce qui est prédit par des modèles de CDM, ou en tout cas de WM, dont on a pu déjà éliminer quelques masses. D'autres simulations ont été faites par Boylan-Kolchin ici, qui a commencé à connaître le nombre de halos noirs. Il se forme d'abord des halos noirs, puis ensuite la matière baryonique, les baryons, donc la matière ordinaire, tombe dans les halos noirs. Et on sait très bien que le rapport entre matière noire et matière ordinaire, c'est un rapport 6 où si on divise la fraction de baryons, ça revient à faire 17%. Donc ça, c'est la fraction universelle de baryons qui doit être 17%. Donc même si on a le nombre de galaxies d'une certaine masse en halo noir ici, alors ça c'est à certains redshifts, 7 jusqu'à 16, alors évidemment 16 ça commence doucement, puis on a de plus en plus de halos noirs avec le temps. Ici on a non pas le nombre de halos mais la masse correspondante, ce qui ressemble pas mal. Et puis on peut au maximum dire que nous en fait ce qu'on voit avec le James Webb ce sont les étoiles. Donc on aimerait avoir seulement 17% de cette masse-là en baryons, et puis une efficacité de formation d'étoiles. Au maximum, on peut avoir 1, c'est-à-dire qu'on a transformé tout notre gaz en étoiles pour voir quelle masse on peut le faire. Et puis on va essayer de supprimer toute la rétroaction, le feedback des supernovae. Aujourd'hui, on sait qu'il y a moins de 4% de baryons dans les galaxies comme la Voie lactée, ça veut dire que 80% du gaz a été éjecté. Donc ça veut dire qu'on s'attend à avoir encore moins d'étoiles dans les galaxies. Donc là, il y a une tension d'après ces calculs-là. Par exemple, ce qui conduit à le montrer, que le nombre de galaxies par mégaparsec cube pour ces redshifts-là devrait être de 10-8. Nombre de galaxies 10-8 par mégaparsec cube. Or, les volumes qu'on a observés, c'est 10 puissance 5 mégaparsec cube. Donc vous voyez que la probabilité, ce serait de 10-3, c'est-à-dire qu'il faudrait avoir exploré un volume 1000 fois supérieur à ceux qu'on a exploré pour trouver un objet. Donc ça n'a pas l'air de marcher, et on a l'impression qu'on trouve ces deux points-là qui ont été trouvés par le James Webb, ont l'air d'être beaucoup trop abondants par la prédiction du modèle, même avec une efficacité de formation d'étoiles de 1, c'est-à-dire qu'on a transformé tout le gaz en étoiles. Donc ça n'a pas l'air d'être bon, il faut trouver une raison, mais c'est peut-être un petit peu meilleur avec ces points-là, qui sont à des masses plus faibles, mais celle-ci, alors celle-ci c'était plutôt Z égale 7,5. Pour les redshift 15, on a l'impression qu'on a un peu moins de problèmes. Mais pour ces problèmes-là, ils sont même au-delà de la fraction de baryons disponibles dans la galaxie. Ils sont en dehors. Epsilon égale 1 ici, évidemment, on sait que epsilon est plutôt 0,1, donc on devrait trouver ici, on les trouve complètement en dehors. Alors pourquoi ? Eh bien, certaines simulations ont essayé, par exemple Yajima et al., de savoir si on pouvait former des étoiles de population 3, comme je le disais tout à l'heure, qui sont présentes dès le début de l'univers en grand nombre, mais dès qu'elles ont une durée de vie très, très courte, quelques millions d'années, et dès que quelques millions d'années, elles vont exploser et redonner tous les métaux qu'elles ont synthétisés en leur sein, et le gaz va être enrichi en métaux et on n'aura plus que des populations d'eux. Donc ça ne va pas durer longtemps et ça va certainement être plus fort dans les galaxies naines qui ont beaucoup moins de métallicité et qui retiennent moins leurs métaux. Les galaxies massives, on le sait même aujourd'hui, ont une concentration en métaux bien plus grande proportionnellement à leur masse que les petites naines. Donc ici on a des simulations de gaz à ces 3 redshifts ici, avec les étoiles en gris et le gaz ici. Vous avez une taille, alors là je regardais un petit peu que la taille que vous avez ici, 3 secondes, est égale à 8,4 kPa pour ce redshift-là. Vous voyez que ça peut paraître paradoxal. Vous avez une taille plus petite lorsque vous êtes plus loin. Alors ça, c'est vrai pour tous les grands redshifts, et on va être habitué à le faire maintenant avec James Webb. Vous avez, en fonction du redshift, une distance angulaire qui retombe, c'est-à-dire que vous avez un effet de loupe de l'univers. Les objets plus lointains vous paraissent plus grands que les objets plus proches,
en quelque sorte. La distance n'augmente plus avec les z de façon linéaire, mais retombe. Ici, vous avez la distance en vert angulaire. Alors la distance luminosité, pas du tout, mais la distance angulaire. Donc finalement, les objets vous apparaissent plus grands pour le même taille intrinsèque que lorsque vous êtes à grand redshift. Alors dans cette simulation, vous voyez que en couleur, vous avez les grands redshift. Orange, c'est les grands redshift. Bleu, les plus faibles. Et puis ici, vous avez la masse. Donc ici, vous avez la fraction de masse dans ces étoiles très lumineuses, les POP3, dont on a besoin pour expliquer les résultats du web, parce qu'il y en a beaucoup de luminosité pour très peu de masse. Donc comme on prédit la masse, donc ici vous avez la fraction de masse en POP3, ici la fraction de luminosité UV en POP3. Alors évidemment, à faible masse, donc faible métallicité, vous avez énormément à grand redshift de POP3. Par contre, dès que vous avez une masse assez grosse, eh bien, les POP3 diminuent. Alors ici, vous avez cette prédiction. Les datas du James Webb sont ici. Donc peut-être qu'elles ne sont pas encore atteintes par les POP3 parce qu'on n'a pas une masse assez faible. Pour les naines, on pourrait aller jusqu'à 10% de POP3, mais on n'a pas encore détecté les naines avec le James Webb. Alors dans les contraintes ici, vous avez aussi des simulations de formation en fonction du temps de simulations différentes avec des paramètres différents, mais aucune n'arrive à représenter les points en grisé qui sont les galaxies trouvées par le James Webb, qui sont à très grand redshift avec une très grande masse. Ce n'est pas possible dans les simulations. Donc là, on a ce problème encore, donc c'est intéressant, on va essayer d'apprendre quelque chose. Alors il y a aussi le problème que cette galaxie, même du type de celle qui a été vue à Z égale 11, elles ont une métallicité qui n'est pas nulle, déjà 5% de la métallicité solaire, et on ne voit pas d'obscuration. Ça a été simulé par Nat et collaborateurs, qui montrent que la formation d'étoiles est tellement violente qu'il y a des chocs lorsque la supernovae explose. Les chocs par spallation vont détruire la poussière. Donc vous avez une phase où, ici c'est une simulation avec destruction de la poussière, vous avez des couleurs qui ne sont pas rouges, et ici vous avez des couleurs rouges parce que la poussière rougit le gaz. Donc il est possible que pendant une première phase, et c'est ce qui est marqué ici, la première phase va durer 20 millions d'années, vous avez une supernovae et la fraction de pixels avec une épaisseur optique inférieure à, c'est-à-dire quelque chose de transparent, eh bien elle croît ici parce que la poussière est détruite, puis après la poussière va retomber, va refroidir, et va retomber en poussière vraie, elle se recrée, et donc ici on aura toute une phase où finalement les galaxies pourraient être transparentes et pourraient expliquer pourquoi on les voit si brillantes et si massives. Donc finalement, je vais résumer. Donc ce qu'on a appris un petit peu avec le James Webb, d'abord je vous ai montré que les techniques de cassure-Lyman, il fallait faire très attention. Parfois, on a des contaminations de galaxies plus proches. On a vu qu'avec Hubble, on avait les fonctions de luminosité qui étaient incomplètes. On a quand même regardé avec Muse et ALMA d'énormes Lyman alpha autour des galaxies. Et les premiers résultats avec le James Webb nous montrent une très très grande quantité de galaxies qui vont sans doute nous aider à réaliser l'univers. Et on a encore quelques problèmes pour essayer d'expliquer les observations. Je vous remercie.